La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Allez, on commence. C'est parti. Victoria, comment tu vas ? Hello, bah écoute, très bien, et toi ? Ça va. Écoute, il fait beau, la vie est belle, c'est mon anniversaire en plus. Oh, attends, Donc, je le découvre. Magnifique, bon anniversaire, n'hésite pas à me le dire en direct comme ça, c'est canon. C'était fait exprès. Ok, Et, joyeux anniversaire, écoute. Et toi, bien rentré d'Amsterdam ? Bien rentré d'Amsterdam après une semaine chargée pour Money 2020, mais c'était assez canon de voir tout l'écosystème réuni au même endroit. Ouais, il y avait du monde. J'ai regardé un petit peu sur les réseaux, ça avait l'air d'être canon. Ouais. Écoute, je te remercie de venir sur ce podcast. Quand on avait parlé avec Arnaud du format, j'avais rapidement pensé à toi parce que déjà, je trouve que tu as pris une grosse place chez Hyperline, d'une part. Et d'autre part, surtout, il y avait beaucoup de personnes de mon entourage qui se posaient des questions quand ils voulaient partir en start-up en tant que premier employé, qui m'avaient dit qu'ils avaient discuté avec toi et que ça avait été super utile. Ok. Et donc, le but de ce podcast, c'est quand même de permettre à des gens qui réfléchissent à ce type de poste de bien comprendre l'état d'esprit de ceux qui y sont et ce qu'ils peuvent attendre en termes de mission, etc. Et forcément, si ça a été utile pour les gens de mon entourage, je pense que ce sera aussi utile pour les gens qui écoutent ce podcast. Si on peut le partager au max, c'est un peu le but. Et t'éviter d'avoir encore des messages sur LinkedIn qui te... Il y en aura toujours, mais ça fait partie du jeu et j'ai été aussi la première à en envoyer, donc j'essaie d'y répondre au max. Ouais. Parfois, c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein d'autres choses à gérer, mais en tout cas, si on peut donner ses conseils, son retour d'expérience, et si ça peut aider certains, c'est un peu le but, ouais. Top. Peut-être pour commencer, quelques mots rapides sur toi, comment tu t'appelles, on sait, mais surtout la startup que tu as rejoint, ton rôle dans cette startup, et après on pourra partir sur comment tu étais quand tu étais adolescent, ton état d'esprit, etc. Mais juste rapidement, présente-toi, et tu peux présenter aussi Hyperline dans la foulée. Eh bien écoute, c'est parti, je m'appelle Victoria, j'ai 26 ans, j'ai rejoint Hyperline, donc je reviendrai après sur ce qu'est Hyperline et ce qu'on construit aujourd'hui chez Hyperline, mais Hyperline, j'ai arrivé au tout début en tant que premier employé, il y avait littéralement que Lucas et moi, Lucas qui est un des premiers employés de chez Spendesk, qui a été après VP Engineering là-bas, donc un profil tech, et qui cherchait justement un profil un peu... couteau suisse, j'aime pas trop cette expression, mais elle fonctionne quand même relativement bien. Et donc, je suis arrivée là-bas en tant que founder associate. Pareil, qu'est-ce qu'on met derrière founder associate ? Je pense qu'on aura le temps d'en débattre ensemble, mais il y a à peu près tout et n'importe quoi. Le fait est que c'est une super expérience. Aujourd'hui, on a un peu plus d'une quinzaine chez Hyperline. On fait un logiciel de facturation à destination des boîtes SaaS et on essaye concrètement de faire un logiciel de facturation qui répond aux besoins des boîtes SaaS. Ça paraît assez bateau comme ça, mais c'est assez catastrophique ce qu'il y a comme solution disponible sur le marché parce que c'est un marché qui bouge énormément, qui monte en complexité et c'est plutôt bon signe pour nous. Donc voilà, nous on s'adresse aux équipes finance, aux équipes ops qui veulent gérer leurs opérations quotidiennes et on est en train de créer l'outil tout en un pour ces équipes-là. La boîte a été créée il y a 1 an, c'est ça, un petit peu plus ? Non, un peu plus d'1 an, quasiment 1 an et demi, bientôt 2 ans. Ok. Voilà, et après plein de choses sont enchaînées, une levée de fonds avec Indage Venture, les recrutements des équipes, pas mal de beaux succès et on attend les prochains. Avant de parler justement des succès et des challenges que vous avez eu aussi chez Hyperline et tout, preneur d'un petit peu bien comprendre ton état d'esprit quand tu avais 17 ans. Okay. Donc tu remontes un petit peu. Ouais, vraiment 17 ans, c'est l'année où les gens se posent des questions. Ok. Tu vois, vraiment comprendre... c'était quoi tes passions à l'époque ? Ouais. Comment tu as fait ton entrée dans la vie active ? Et après, on pourra découler sur la rencontre avec ton fondateur projet, exactement. Écoute, alors si 17 ans, tu rentres en supérieur, c'est à peu près ça ? Ouais, t'es terminale, tu vois. Tu vois, je suis en terminale, waouh, c'est pas mal. Écoute, 17 ans, je vais rentrer à Dauphine. Donc moi, j'avoue que j'étais assez sûre de moi sur ce que je voulais. J'ai fait un tout ou rien sur Dauphine. Je voulais pas aller en prépa. J'avais un avis assez tranché sur les écoles de commerce en tant que telles. École parisienne ou t'étais de... Je suis de Paris, effectivement. Okay. Je suis de Paris. Donc non, ouais, le Dauphine, c'était vraiment ce qui a matché en termes de ce que je cherchais d'un point de vue académique, d'un point de vue théorique, ce que j'avais retrouvé côté cours et le côté généraliste. J'étais assez bonne élève, assez scolaire. Et de l'autre côté, le côté que j'aimais chez les écoles, hein, le côté vie associative qui est assez génial à Dauphine et dans lequel je me suis clairement éclatée.
Donc 3 ans à Dauphine sur la licence. Et après, 1 an au Canada où je suis partie faire un double diplôme. Okay. Donc je le garde en tête si demain je veux retourner au Canada pour je ne sais quelle raison, ça sera toujours plus simple avec un diplôme local. Donc j'ai mon bachelor canadien et puis c'est toujours sympa une année à Montréal. Il fait froid mais il y a plein de belles choses à découvrir dans cette ville, donc je le recommande à tout le monde. C'était quoi l'échange ? Je me rappelle c'est pas plus vraiment un échange. En gros, c'est vraiment un double diplôme. Donc j'ai vraiment fait une année scolaire entière là-bas. Okay. J'étais à une université qui s'appelle l'UQAM. Ouais, c'est ça. Et écoute, c'était canon. Enfin franchement, j'ai adoré. La vraie vie étudiante, comme tu l'imagines, avec un coloc qui vient de Copenhague, une qui vient de Vienne, un autre qui vient de Vancouver. Et je pense que c'est vraiment ce que je venais chercher, le côté hyper international. Je pense de manière générale, c'est toujours ce que j'ai cherché dans mes expériences pro et perso. Donc beaucoup voyager, rencontrer des personnes internationales, vivre avec des étudiants internationaux. Donc ça, c'était, je pense, l'expérience parfaite pendant 1 an à Montréal. Et je reviens en France en faisant mon master à la fois à Dauphine, mais aussi à l'École des Mines. Donc, j'étais vraiment à 50-50 entre les deux. Assez génial de marier des profils hyper variés dans une même promo. On avait des profils beaucoup plus business, des profils droit, des profils ingénieurs, des profils pharma. Enfin, vraiment, c'était assez génial d'avoir un peu ce melting pot. Et je pense que c'est la vraie force de tout ça, c'est quand tu fais des projets ensemble, et c'est ce que tu retrouves quand tu montes une boîte aussi derrière, c'est chacun arrive avec son background, ses biais, ses expériences perso, et ça a permis d'avancer, de faire des super projets, et j'ai adoré mes 2 années là-bas. Et puis après, on enchaîne, quoi. C'était le master international. Je sais plus comment il s'appelle. C'est vrai que t'es Dauphine aussi, c'est vrai, ça nous fait un point commun. Non, il s'appelle le management de l'innovation. Non, de MTI, management de la technologie et de l'innovation. Si j'oublie le T, ça enlève quelque chose. Et à ne pas confondre avec le MIT. C'est ce que j'allais dire, tu vois. À une lettre près, ça aurait été vraiment sympa. Non, écoute, ça s'appelle le MTI, je le recommande à fond. Et aujourd'hui, je garde des super liens avec mes directeurs de master encore. Ok. Donc là, tu es parti directement sur le master. Ouais. Quand tu étais à Dauphine en licence ou quoi que ce soit, tu n'avais pas fait d'expérience pro. Si. Seulement. Si, carrément. Il y en a eu plein et elles se sont pas mal enchaînées. En tout cas, j'ai pris les frustrations de chaque expérience pour savoir vers quoi je voulais m'orienter après. Je commence un peu mes premiers stages très start-up. Donc déjà, je pense qu'on était assez orientés. Je fais plutôt des stages en sales à ce moment-là. Okay. Avec pourtant une conviction assez forte que jamais mon objectif dans la vie, ce sera d'être head of sales d'une boîte. Mais par contre, c'est quelque chose que je recommande à absolument tout le monde, et notamment à des profils juniors, de commencer avec cette expérience-là, parce que autant sur le pro que le perso, ça sert. Ça sert à savoir vendre, mais savoir se vendre, savoir bien présenter. Ça t'apprend le culot, ça t'apprend à aller juste agrandir ton réseau. Donc j'ai adoré ces expériences-là. J'étais dans une boîte qui était très internationale, basée à Paris, mais avec des bureaux à New York, à Barcelone, à Londres. Enfin, du coup. C'était quoi ? Alors la boîte n'existe plus, et ça aussi c'était assez canon de voir une boîte qui avait des petits défauts et du coup n'est pas allée au bout de l'expérience. Mais cette boîte s'appelait Connexings à l'époque, il s'est renommé Hero. Et voilà, il faisait c'est un concurrent un peu de Batch, que tu dois peut-être connaître. Ouais. Donc c'était l'émergence du geofencing, donc les notifications contextualisées que tu reçois sur ton téléphone parce que tu passes devant un Franprix et du coup tu reçois la bonne notification de Franprix. Enfin voilà, ce genre de choses. Et moi j'ai adoré parce que c'était au moment où c'était l'essor des applications mobiles. Les gens qui montaient une boîte à ce moment-là, c'était pas les SaaS, etc. C'était vraiment les apps mobiles. Et du coup, c'était le moment où Phoenix lançait son app mobile, c'était le moment où Le Cab fonctionnait, c'est le moment où Shotgun est arrivé. Et en fait, moi, c'était tous mes clients. Et du coup, j'avoue que à ce moment-là, je pense que c'est la première brique où j'ai commencé à construire mon réseau. Ça a été, t'es au contact direct pour ces sujets-là avec les fondateurs. Ils viennent de monter leur boîte, ils font de l'acquisition comme ça, ils veulent toucher un maximum de personnes. Et la notification est un super canal à ce moment-là. Donc, il y a eu les effets pervers qui est que maintenant on en avait un peu trop et c'est moins le canal qui fonctionne aujourd'hui. Mais au début, c'était assez canon. Donc je fais cette première expérience, je m'éclate. Sachant que, je te coupe, mais vas-y. Je trouve qu'à Dauphine, c'est pas forcément l'expérience qui va venir en tête. Tu vois, les gens vont plutôt en finance, en M&A, pour se parler d'equity et tout. Moi, je pense que 80% de mes potes à Dauphine, ils ont fait leur premier stage en M&A, le second en PE, et après, ils font un peu ce qu'ils aiment. Mais c'est bon, ils ont fait leur package qu'il fallait. Moi, je fonctionne pas trop comme ça. Tu savais directement que tu voulais partir en start-up, genre dès que tu as rejoint la licence et que tu as fait ta première année, tu avais déjà des... hyper attirée.
de base par ce milieu-là. J'avais envie d'un milieu où on allait me laisser de la place. On allait me dire, vas-y, ta carte blanche sur ça, éclate-toi. Il y a tout à construire. Je pense que je suis dans un tempérament, une personnalité où j'aime construire quelque chose. Donc, arriver le plus tôt possible. Donc, une start-up, c'est ce que j'aimais déjà dès le début. Mais je me suis cherchée, tu vois, la deuxième expérience, absolument rien à voir. Je me prends de passion en master pour le sujet de la mobilité. De la ville, de manière générale, donc la mobilité urbaine. Et je me dis, tiens, est-ce que tu cochais cette case qu'il faut peut-être cocher, qui est le grand groupe? Et du coup, je me retrouve au lab d'innovation de la RATP. Et là, on est sur un diamétralement opposé, comme tu l'imagines. Sur la culture, ouais, mais sur... Enfin, ça reste de l'innovation, donc je suppose quand même de la tech. De la tech, pas tant que ça. Pas trop. Par contre, j'étais dans la start-up, dans le grand groupe, ça c'est clair. J'ai adoré les sujets sur lesquels j'ai bossé. C'est vraiment des sujets où tu te projettes dans la ville à 30 ans, quoi. C'est à quoi ressemblera les transports dans 30 ans, quels sont les gros sujets qu'on a aujourd'hui, sur l'IA, sur l'environnement et autres, mais qui touchent vraiment, ramener au quotidien des personnes. J'adore le principe d'un grand groupe qui a une force de frappe comme la RATP, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous l'application dans notre téléphone, on a tous notre carte Navigo avec nous tous les jours, on utilise, on les déteste, mais on les adore en même temps. Et évidemment qu'il y a plein de défauts sur les transports au quotidien, mais moi, je suis assez impressionnée quand même de la force de frappe d'une boîte comme celle-ci. À l'international également, on l'oublie souvent. Et du coup, moi, j'ai adoré les sujets sur lesquels je bossais. Je bossais avec un think tank qui était basé en Finlande. Donc, j'avais beaucoup aussi de la mentalité, de la mobilité, enfin, des enjeux de mobilité qui étaient en place, du coup, en Finlande et qu'on ramenait, du coup, à voir si c'était quelque chose qui pouvait fonctionner pour Paris. Enfin, canon. Je pense que par contre, je me suis rendu compte que je collais pas à l'ambiance grand groupe. J'ai très vite compris que pour le moindre sujet RH, je me sentais perdue. Ce qui est assez frustrant, c'est que tu bosses sur des super projets et des idées de dingue qui sortent, et il y a toujours le risque que ce soit un projet qui reste sur l'étagère et qui ne voit jamais le jour. Et ça, moi, c'est une frustration que j'ai du mal à contenir. J'aime quand ça va vite. J'aime quand il y a une idée, elle est en place la semaine d'après, et en fait, c'est quelque chose qui n'allait pas coller tout simplement avec le grand groupe. Donc, ça a été une expérience. J'ai causé cette case. Je suis pas sûre d'y revenir de sitôt, mais c'était très cool de faire ça. Et qu'est-ce qui s'est fait après, justement? Je me suis dit, j'ai pas spécialement envie de me verticaliser sur un sujet. J'ai pas vraiment envie de me verticaliser sur une boîte. Et je l'ai fait en start-up. Puis maintenant, j'ai fait le grand groupe. Est-ce que la prochaine étape, c'est j'ai fait un choix sans faire de choix. Et je suis partie en accélérateur de start-up. Et là, j'ai rejoint 50 Partners, qui est un ovni dans l'écosystème. Attention, j'ai placé ovni au passage. Non, c'est un peu un ovni dans l'écosystème parce que c'est historiquement un accélérateur, donc pas un incubateur. Les boîtes sont pas au stade de l'idéation, elles arrivent un peu après, elles débutent leur phase de commercialisation, elles grandissent, elles s'internationalisent, elles se structurent. Et à côté de ça, il y a le fond. À côté de ça, il y a une logique très VC, 50 Partners, il y a une équipe d'analystes qui sourcent des projets. Il y a une prise au capital, il y a une date d'entrée chez 50 Partners, il n'y a pas une date de sortie, c'est de l'accompagnement long terme, c'est pas un fonctionnement avec des batchs. Et moi, j'ai beaucoup adhéré à ça. Et donc, une fois qu'on a une prise au capital dans la boîte qui rentre chez 50 Partners, il faut délivrer de la valeur. Et moi, j'étais pas du tout côté sourcing des projets, j'étais vraiment côté juste apport de valeur, accompagnement. J'étais sur les 2 accélérateurs et demi au moment où j'y suis, maintenant il y en a 4. Donc j'avais un accélérateur historique qui s'appelait Digital, l'accélérateur Impact, qui était assez nouveau encore, et on montait l'accélérateur Santé. Et là, maintenant, il y a même l'accélérateur Web3, mais au moment où j'y étais, pas encore, donc ça, c'est cool, ça grandit. Et ce que j'ai adoré, c'est que moi, j'étais hyper transverse sur tous les sujets, et c'était clairement faire un mapping, je dis toujours ça, faire un mapping de toutes les galères qu'une boîte early stage peut rencontrer. Des galères de recrutement, des galères de marketing, de sales, de produits, tech, peu importe. Et en fait, moi, j'ai l'impression de m'être mise en mode éponge pendant 1 an et demi où j'étais là-bas, parce qu'à là-bas, c'était un stage. Et moi, j'ai toujours bossé en freelance à côté de mes masters et autres. Donc, j'ai fini quand même par faire 1 an et demi dans la boîte. Et c'était assez génial. J'ai rencontré un monde de fous, parce que dès qu'il y avait un souci, j'identifiais un problème pour une boîte, c'était qui peut y répondre. Est-ce que moi, je peux apporter de la valeur? Est-ce qu'un des fameux 50 partners c'est ça, en fait. de 50 Partners pouvait apporter de la valeur? Ils ont une communauté de malades. Et fou. Je pense que toi, quand tu arrives là-bas, donc tu es encore en master, ça te fait juste progresser incroyablement de pouvoir
avoir un petit peu de connaissance de ces personnes-là qui ont scalé des boîtes, qui les ont revendues Ouais, sur plein de sujets différents. T'as les deux, t'as la partie visible de l'iceberg qui sont les fameux partners qui ont un accompagnement stratégique, une expérience de l'entrepreneuriat qui est juste incroyable pour les boîtes qui rejoignent l'accélérateur. Et à côté de ça, et moi c'est ce que je dirais, t'as le réseau qui est autour. Et ça s'appelle même les friends, donc les amis de l'accélérateur. Et je trouve que l'image est assez parlante. Et ça va être plein de C-level de scale-up, plein de head-off, VP, de toutes les verticales possibles, qui vont prendre de leur temps parce qu'ils ont besoin de un peu à rendre l'appareil, de juste venir aider les nouvelles boîtes. Et tu vois, je me rappelle sur des sujets, par exemple, de scaling d'une équipe sales, je m'étais super bien entendue avec à l'époque, c'était le head of sales de chez Payfit, Alain. Et j'étais juste allée le chercher en disant, voilà, Alain, j'ai 2-3 boîtes qui ont des sujets sales. Est-ce qu'on fait un truc ensemble? On essaie de craquer le sujet ensemble. Et il prenait le temps. Et c'était des sessions, moi, qui étaient assez géniales. J'avais l'impression d'être une petite souris qui assistait à des choses assez géniales. Et donc, j'étais en cours, quoi. J'étais en cours pour potentiellement cours d'entrepreneuriat, mais le vrai cours, pas comme à l'école, tu vois. Donc, non, ça, c'était génial. 1 an et demi, je pense niveau réseau, niveau montée en compétences, autonomie dans mon boulot et la confiance qui m'a été accordée chez 50. Et puis la relation directe avec cet écosystème, founder, C-level, partner, fonds. Enfin voilà, c'est un. T'es au centre de plein de parties prenantes. Exactement. Et c'était t'es allé super rapidement t'es rentré dans ces structures-là. Ouais. Sur chaque expérience, à quel point c'était compliqué pour toi d'avoir les jobs? Est-ce que tu as dû passer par la fenêtre? Est-ce que tu as dû faire plus que les autres? Ou au final, tu as juste postulé? Oui et non, je sais pas. Assez classique. Sur les premières, effectivement, c'était du pur recrutement classique. Je vois une offre, je publie. Enfin, je vois une offre publiée et je postule. Sur 50 Partners, je connaissais absolument pas. J'avoue que moi, de base, j'avais des bases de finance avec Dauphine ou quoi que ce soit, mais je me voyais pas comme un profil financier. Je me suis dit, les fonds de VC, par exemple, je vais me fermer. C'est pas pour moi. J'ai pas le profil pour. C'est peut-être hyper finance et ça collera pas. Donc, j'avais plutôt cherché à rejoindre des structures d'accélération, structures d'accompagnement. Je connaissais pas 50 Partners et c'était un ami qui était en process, mais sa boîte, pour rejoindre 50 Partners, qui me dit, mais t'as regardé parce que ça pourrait être cool. Et alors, trop bien parce qu'il est resté hyper neutre. Il m'a dit, attends, moi c'est stressant, ma boîte est en train de potentiellement être prise chez 50. Autant te dire que c'est pas le moment de commencer à faire mes intros pour mes potes. Et donc il est resté totalement hors de ce process, mais heureusement qu'il m'a soufflé à l'oreille le nom de 50 Partners parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert. Et après, une offre sur leur site un peu cachée, je postule et tout se fait très vite. Ouais. Je t'ai posé la question parce que, tu sais, mais on a accueilli Mouad ici. Ouais. Et lui, pour le coup, il a vraiment envoyé des messages à toute la terre il y a des histoires aussi, c'est incroyable. Ouais. Et comme c'est quand même, tu vois, même 50, c'est assez reconnu comme institution, donc forcément, tu as beaucoup de gens qui postulent. Toi, t'as pas eu forcément besoin de passer par quelqu'un qui travaillait déjà là-bas, de contacter des gens? Non, après, c'est une équipe qui fonctionne énormément au fit. Donc, plus vite tu essayes de passer par la petite porte, tu vas au contact humain, tu proposes un café ou quoi que ce soit, je pense que c'est des gens qui vont être réceptifs. Et je parle de 50 Partners, et en fait, de manière générale, j'ai l'impression que c'est ce qui fonctionne dans cet écosystème. C'est vraiment de faire l'extra mile qui fait que tu sors du lot, de sortir du process classique. Ils cherchent des gens qui ont du culot, donc en fait autant le montrer dès le process. Et du coup c'est vrai que moi j'ai pas spécialement choisi d'envoyer des milliers de mails. Tant mieux, j'ai eu un peu de chance et je fonctionne assez comme ça. Je vise un truc et j'essaie de faire en sorte que ça fonctionne. C'est ce qui s'est passé pour rentrer à Dauphine, c'est ce qui s'est passé du coup pour rentrer chez 50. Il y a un facteur chance, il y a un facteur alignement des planètes. Tant mieux, je touche un peu de bois pour que ça continue et que ça continue comme ça. Mais ouais, en vrai, un process assez classique. Ok. Donc 50, tu fais 1 an et demi. En parallèle, tu finis Dauphine. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi ton état d'esprit quand tu termines Dauphine? Tu as déjà fait 3 expériences dans l'écosystème tech. Ouais. Il se passe quoi? Écoute, à ce moment-là, je me pose la question si mon master te forçait à refaire un stage après tout ça. Dauphine. Exactement. Et donc là, vraiment, je me dis, oh là là, je peux pas. Enfin, genre, j'ai une envie, c'est de bosser. Là, je sentais que j'avais envie d'y aller. Et du coup, j'avais quelques offres qui tombaient, 50 qui finalement ça se passait relativement bien. Il y avait aussi cette éventualité de rester.
Et en fait, moi, le fait qu'il y ait eu un départ dans mon équipe de mon binôme avec qui je bossais, qui a eu une super opportunité et son départ s'est fait et c'était très bien qu'elle parte parce qu'elle est partie pour une super aventure après. Mais ce qui fait que j'ai repris son rôle. Donc je pense que la courbe d'apprentissage chez 50, elle est encore plus vite que prévu. Ce qui fait que j'ai eu un sentiment de faire le tour plus vite que prévu. Et au bout d'un an et demi, je me suis dit, j'ai commencé déjà à réfléchir à l'étape d'après et à avoir un peu la bougeotte. Et je me suis dit, ok, ce qui me manque, et là je reviens un peu à la conversation qu'on a eue il y a quelques minutes, est-ce que c'est pas le VC ? Et à ce moment-là, moi je comprends que le VC, à cette époque-là, il n'y a pas que le côté financier, il faut pas le nier, il peut être là, mais qu'un profil comme le mien peut être hyper intéressant dans un fonds de VC. Et j'enlève du coup cette auto-censure que je m'étais mise pour les fonds de VC et je regarde. Et là, un peu pareil, je me dis pas du tout, je vais envoyer mon CV à tous les fonds de VC, mais je vais parler de manière hyper informelle avec chacun, en tout cas avec ceux que je voulais rejoindre, et prendre la température, voir si ça fonctionne ou pas. Et j'en parle avec un et j'aime beaucoup, mais par exemple, je me rappelle d'un où il y avait une vision très produit du VC, où c'était pas de l'humain, c'était beaucoup, tu postulais sur une plateforme et c'est pas toi qui allais chasser ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, moi qui viens de l'accompagnement, c'est moi ce que je vais chercher. T'en avais d'autres qui étaient hyper bons sur les boîtes qu'ils arrivaient à avoir, mais j'avais l'impression qu'ils signaient le chèque et après qu'ils laissaient les boîtes. Et venant de l'accompagnement, moi j'avais envie d'une boîte qui est vraiment un modèle où on ne laisse pas tomber les boîtes une fois qu'elles sont dans le portefeuille et c'est pas juste on attend d'avoir la boîte qui perce plus que les autres et là d'un coup on revient. Donc voilà, moi j'avais un peu mes biais comme ça, donc je fais un peu le tour. Et t'avais beaucoup de granularité en fait, parce que pour toi ça semble logique, mais je pense pour quelqu'un qui était peut-être pas chez 50 ou autre, savoir que ce fond-là il résonne comme ça et que ce fond-là il résonne plutôt comme ça, c'est assez complexe, tu vois. J'avais mes biais. Okay. Et après, des conversations l'ont confirmé. Ok. Tu vois, il y avait aussi des fonds où je te disais, moi c'était ma première expérience en fonds de VC et je sais qu'il peut avoir des très bonnes expériences et des moins bonnes. Chercher un fonds hyper bienveillant. Chercher un fonds dans lequel un profil comme le mien allait être accepté, allait plaire et dans lequel, encore une fois, j'allais pouvoir prendre la place et pas juste être la stagiaire à côté de la machine à café ou de l'imprimante. Et de toutes les conversations, il y a quand même un fond qui ressort, en tout cas des conversations que je peux avoir, c'est Serena, où il y a un feed qui se fait beaucoup. Les retours des analystes qui étaient passés par Serena étaient juste assez dingues, et je le comprends aujourd'hui parce que je fais les mêmes retours, donc c'est cool. Et tout s'aligne. Donc non, je rentre chez Serena, pareil, où je découvre le métier. On est à un moment où, je dirais que niveau timing, c'est un peu la fin de la fête au village. C'est-à-dire que le VC, il y a encore des méga rounds, il y a encore des très belles levées toutes les semaines, etc. Mais il y a un petit ralentissement. Okay. Et on le sent que tout le monde commence à un peu se regarder en disant t'y vas pas. Et moi j'ai adoré voir un peu les deux côtés. Ce que j'avais vu chez 50, ce que j'ai vu en arrivant chez Serena et ce que j'ai vu au moment de quitter Serena. Et donc c'était assez génial. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que chez Serena, on m'a laissé de la place aussi pour aller chercher des deals très très jeunes. J'adorais l'early stage et du coup j'allais voir les fameux C-level avec qui j'étais en contact chez 50 parce qu'ils venaient faire du mentoring pour les boîtes. Et eux, j'allais prendre des cafés et ils étaient tous en train de réfléchir à monter leur boîte. Et on réfléchissait, on avait des moments d'idéation juste ensemble. Et j'étais en mode, c'est cool, là, je suis à l'endroit où je veux être. Donc, canon. Pareil, on m'inclut, je fais mes deals dans des sujets, mais rien à voir avec ce que je pensais faire. Je pensais faire des deals, moi, hyper SaaS, hyper application mobile ou autre. Pas du tout. Je me retrouve à investir dans des micro-réacteurs nucléaires. Du coup, un des deals qui m'a le plus marqué, moi, c'est Jimmy. Et j'ai adoré creuser un marché comme ça. C'était canon. Donc voilà, donc plein de sujets comme ça. On réfléchissait à la thèse d'un nouveau fonds qu'on était en train de lancer. Donc, je me rends compte que j'aime le VC, mais ce qui me plaît le plus, c'est créer ces nouvelles verticales dans un fonds qui est établi. Et là, je me dis, bon, est-ce que le côté construire, est-ce que le côté builder, ce qui est peut-être en moi, est en train de ressortir, tu vois. Et j'ai des super conversations à ce moment-là avec des partenaires de Serena, avec mon manager direct, Paul. Et on a des conversations sur... je lui dis, j'aimerais commencer à trouver la coloration de mon profil. Parce que ce que je te raconte depuis le début, c'est que je suis un méga profil généraliste. Et il me dit, mais ok, pourquoi? J'entends, bon, on va essayer, mais peut-être qu'il n'y a pas besoin. Mais j'entends. Il me dit, écoute, réfléchis à des secteurs
qui te plaisent. Réfléchis à des secteurs et reviens vers moi et on fait la liste ensemble. Et là, je reviens quelques jours après, je dis c'est bon Paul, j'ai fait l'exercice, j'ai fait une liste, shortlist, à peu près 12 secteurs que j'aime beaucoup. Et là, il me regarde, il me fait 12. 12. Et je lui dis bon ouais, je savais que t'allais réagir comme ça. et donc, j'ai adoré cette conversation avec lui et je pense qu'elle a beaucoup marqué la suite de mon parcours, qui a été arrête de chercher ta coloration de manière verticale et trouve-la de manière horizontale. Ce que tu adores, c'est la création, c'est d'être au début, c'est l'early stage, que ce soit pour investir, que ce soit pour construire quelque chose. Et le jour où il a dit ça, je pense que ça a fait tic dans mon cerveau. Toi, tu cherchais des verticales pour être plus pertinente en tant qu'investisseur sur ces verticales ou pour construire vraiment une entreprise sur ces verticales. Enfin, c'était quoi ton... Construire ma légitimité. Tu vois, Okay. quand t'arrives, si au bout d'un moment, t'as réussi à faire un deal, un deuxième deal, un troisième deal dans cette même verticale, tu vas pouvoir te servir des deals d'avant pour aller chercher les prochains. Donc j'ai cherché à construire une légitimité sur une verticale, ce qui va avec construire une pseudo-expertise sur une verticale sectorielle. Okay. Mais c'était pas la bonne réflexion, en tout cas pas pour moi. C'était pas la bonne réflexion et peut-être trop tôt, j'étais peut-être trop junior pour pouvoir le faire et c'était quelque chose qu'il faut faire dans un second temps. Ou alors, tout simplement pas fait pour moi et je crois que c'est surtout la deuxième option. C'est surtout la deuxième option. Là, t'étais sur la fin de Serena quand tu commences à faire cet exercice-là. Ouais, je commence à être sur la fin de Serena et on commence à réfléchir à la suite et c'est là où arrivent deux options pour la suite, qui est que soit je continue en VC, mais en fait je rejoins un VC qui est en train de se créer. Parce que je comprends que ce que j'aime, c'est repartir from scratch, une brand qui n'existe pas, recréer la confiance, recréer des utilisateurs ou un portfolio, en tout cas, from scratch. Je me rends compte que c'est ça que j'aime. Et à côté de ça, je me dis, la seconde option, assez classique, hein, c'est de plutôt passer de l'autre côté, enfin plutôt d'y retourner et de rejoindre une boîte early stage, mais le plus tôt possible. Okay. Et je me rappelle, parce qu'à ce moment-là, du coup, Paul me dit, ok, t'as regardé dans le portefeuille de Serena? Je le regarde, je lui dis, mais... Si c'est dans le portefeuille, c'est trop tard. Ça veut dire que tu connais le nom, ça veut dire qu'il y a déjà un tour qui est fait. Je dis, non, mais Paul, c'est beaucoup trop tard. Je veux une boîte qui soit pas annoncée, je veux une boîte où j'arrive au tout début. Je veux cette typologie de founder. Enfin, moi, j'arrive avec mes critères. Je cherchais clairement le mouton à 5 pattes. Comment t'as... Est-ce que tu penses que si t'étais passé directement de 50 à cette expérience en premier employé, t'aurais eu les mêmes critères? Ou est-ce que Serena, ça a vraiment shapé ta réflexion autour de la startup? C'est une bonne question. Je pense que j'avais déjà une vue d'ensemble assez cool avec 50, mais je pense que Serena est venue rajouter une couche, clairement. Parce que tu vois un nombre de dossiers assez hallucinants arriver chaque jour, et je pense que tu le sais dans ton job, c'est pas moi qui vais te l'apprendre. Tu vois un nombre de dossiers assez hallucinants arriver tous les jours. Parmi ces 100 dossiers, il y en a que même pas 10 qui retiennent ton attention. Et dans ces 10 qui retiennent ton attention, il y en a un qui deviendra un super projet, quoi. Et donc je me dis, moi, c'est ce projet-là que je veux rejoindre. Donc si j'arrive pas avec mes critères hyper stricts, finalement, je vais peut-être être dans les autres. Et est-ce que c'est ce que je veux? Moins. J'arrivais quand même avec des exigences de manière très transparente. Hein. Je pense que j'arrivais avec la super liste et si je ne trouvais pas, je pense que j'aurais commencé à en enlever. Mais je pense que c'est bien d'arriver avec des critères forts et par exemple aussi savoir ce qui n'était pas dans mes critères, à savoir par exemple l'industrie. J'aurais pu, je pense, rejoindre n'importe quelle industrie. C'est n'importe quel produit à partir du moment où j'y trouve du sens, à partir du moment où je vois qu'il a un impact fort sur des boîtes, etc. Ou sur des individus si c'est pour du B2C. À partir du moment où je m'y retrouvais avec un produit qui faisait sens pour moi, c'est canon. Mais peu importe l'industrie, c'était de la santé, c'était de la fintech, c'est de l'impact, c'est du Web3. Oui, peut-être que j'aurais eu une pseudo-expertise dans l'un ou l'autre, mais en fait, et ça peut-être qu'on reviendrait là-dessus, quand t'es un profil junior, on te recrute pas pour ton expertise sectorielle, faut arrêter les bêtises. Tu n'en as pas, tu es sorti d'école, on te recrute pour plein d'autres choses, on te recrute pour ta motivation, on te recrute pour ton côté hyper généraliste, on te recrute pour tout ça, mais pas parce que t'es expert des panneaux solaires. En fait, c'est faux. Si je veux un expert, je recrute un mec qui est dans le secteur depuis 20 ans et lui, il viendrait apporter une expertise. Donc toi, t'arrives avec les critères, c'était vraiment sur le fondeur du coup? C'était quoi? Si tu veux me donner 3, 4, 5 critères. La super liste. Écoute, qu'est-ce qu'il y a dans ces critères? La boîte n'est pas annoncée. Il y a des critères sur la maturité. La boîte n'est pas annoncée.
Ça, c'était assez important. Il y avait des critères, encore une fois, sur la maturité de l'équipe. Donc, premier employé ou premier employé non-tech, en tout cas, pour que j'arrive le plus tôt possible. Il y avait, sur les fondateurs, tu vois, il y a plein de typologies de fondateurs qui sont tier one pour un fonds de VC. Et là, pour le coup, j'ai été sélective là-dedans. Okay. Je savais que je voulais bosser, moi, soit avec un... Bon, là, c'est un peu bateau de dire ça, mais avec un repeat founder qui a fait peut-être un exit, mais qui a encore les crocs d'y aller. Tu vois, genre, il n'a pas fait l'exit qu'il voulait. Il y retourne parce qu'il veut vraiment faire la belle histoire. Ou alors, je voulais, encore plus, je crois, la deuxième option que la première, je voulais un early operator dans une super scale-up de l'écosystème qui a vu tout de A à Z et qui a idéalement vécu le pain en interne et qui s'est dit oh, go, j'y vais et en fait, ça, je vais le monter. Donc ça, c'était assez fort, ce qui enlève en fait finalement plein d'autres profils. Ce qui enlève des profils consultants, tu vois, des ex-McKinsey ou autres, qui sont des super profils, qui montent des super boîtes, mais qui, peut-être, je me voyais moins complémentaires et peut-être moins en fit humain sur la manière de bosser ou autre. Avec, ça a enlevé pas mal des gens, je dirais, plus corporate, tu vois, des ex-Meta, ex-Orange, ex-Veolia, n'importe quoi, qui montent et qui ont une expertise sectorielle. Peut-être moins ma tasse de thé aussi. Et du coup, voilà, je me concentre sur ça. Donc, sur le founder. Idéalement, si c'était un profil tech, parce que je me suis dit, en fait, il y a juste un sujet de complémentarité. Si c'est un profil business qui me ressemble un minima, on va se marcher dessus sur les sujets. Là où un profil tech, clairement, il va évidemment sûrement prendre son rôle de CEO ou quoi, mais il va dire, juste... vas-y, go, prends ces sujets, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Et en fait, je pense que c'est hyper important. Je voulais idéalement qu'une levée de fonds ait été faite avec un super fonds, mais pas encore annoncé du coup. et des ambitions internationales. Ça, c'était hyper important aussi pour moi. Déjà, c'est pas une boîte fermée sur le marché français. Sur tous tes critères, rien que pour un fonds de VC, c'est compliqué de trouver... Ouais, m'en parle pas, non mais cata. Comment t'as fait pour trouver la boîte, pour réussir à rencontrer le fondeur et ensuite pour être prise et après très preneur que tu nous expliques un petit peu tout ton rôle chez Hyperline. Ouais. Écoute, c'est marrant parce que je pense que c'est la question qui revient le plus et c'est normal. Et je suis un peu désolée à chaque fois de dire, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de reproductible ou en tout cas tu peux pas refaire la même histoire tellement elle ne tient à rien quoi cette histoire. L'histoire elle est, on remonte à Serena, à cette conversation de, ok c'est bon maintenant on est sur deux choix qui est je pars en VC qui se crée. Donc, un fonds de VC pas encore annoncé et on repart pour monter une expérience entrepreneuriale, mais côté VC. Ou alors, on va côté startup early stage avec la liste de critères. Et Paul, du coup, mon manager, me dit « Ok, je te conseille de commencer côté VC parce que côté startup, c'est quelque chose qui peut aller très vite. » Spoiler, il avait vraiment raison. Ça va très, très vite côté startup early stage. Et du coup, on commence. Il me dit, écoute, moi j'ai en tête quelques fonds qui sont en train de se monter. OVNI, on faisait sûrement partie à ce moment-là, des résonances, des emblèmes. Et du coup, c'est même d'emblèmes dont je vais parler là, puisque emblème n'était pas du tout encore annoncé. Guillaume, qui est du coup l'un des deux derrière le super projet, connaissait très bien Paul. Et Paul, du coup, lui envoie un message en disant, voilà, le WhatsApp de je bosse avec Victoria, voilà son profil. Potentiellement, elle chercherait à rejoindre un fonds comme celui que tu es en train de monter. Et le fonds est en train d'être levé. Donc, on parle 6 mois avant l'annonce, quoi. Est-ce que c'est un profil qui pourrait t'intéresser ? Ce à quoi Guillaume répond très honnêtement en disant il va voir mon profil, que mon profil l'intéresse, mais que voilà, c'est trop tôt pour se prononcer. Il est en train de monter le fonds, de lever le fonds. Ça fonctionne pas, il aura pas le temps de m'onboarder comme il faut sur un nouveau fonds, c'est quand même une sacrée mission, un sacré projet. Je passe mon tour. Il dit ça. Je prends le screen de ce message, emblème, on barre, ça sera pas emblème. Et c'est OK. Petit réflexe de VC, j'envoie un message à Guillaume sur LinkedIn, je l'ajoute et je lui dis voilà, Paul m'a parlé de ton projet, et, écoute canon, à l'occasion si t'es à Paris, au plaisir de prendre un café ensemble. Il accepte ma demande sur LinkedIn, il voit mon message, il le prend en capture d'écran, il l'envoie à Paul, il ne me répond pas, il l'envoie à Paul et je crois que c'était accompagné d'un message du genre elle teste quand même quoi, clairement. Donc là, Paul me l'envoie et je me dis petit coup dans l'ego, ça arrive, c'est pas grave. Aucun regret d'avoir envoyé ce message, ça faisait partie du jeu.
Guillaume rebondit tout de suite sur son message en disant, alors j'ai plus les messages exacts en tête, mais quelque chose du genre, attends que mon message ne soit pas mal interprété. Moi, j'apprécie beaucoup ce qu'elle vient de faire. Il faut fonctionner comme ça, ou en tout cas, je fonctionne de cette manière. Si la porte est fermée, on passe par la fenêtre. Appelons-nous. Donc, il discute de mon cas. T'es toujours pas dans la discussion. Enfin, genre... Moi, mon message est toujours en vue. Mon message est toujours en vue sur LinkedIn. C'est très drôle. Et il s'appelle. Et donc là, je pense que Paul ouvre la deuxième option qui est, attends, mais elle ne veut pas que VC en train de se monter, elle veut aussi regarder des startups early stage à ces conditions-là. La fameuse liste de critères. Et là, c'est là où le hasard fait quand même parfois bien les choses. Guillaume venait de mettre un tout petit ticket chez Hyperline, qui ne s'appelait absolument pas Hyperline à l'époque. Et il dit, voilà, moi je pense qu'il faudrait qu'elle rencontre Lucas. Donc le lendemain, mon manager Paul arrive et me dit, bah tiens, voilà le numéro de Lucas. Il t'attend pour un café. Et donc je débarque à un café pour rencontrer Lucas. Je ne sais rien de Lucas. Je ne sais rien de la boîte, mais rien du tout. J'aime pas le secteur, enfin quand même... Fintech. Okay. Franchement, aussi large que ça. Et je ne connais même pas la personne qui nous a intro, quoi. Je ne lui ai jamais parlé de ma vie, mais jamais répondu. Et c'est une intro indirecte au possible. Et ça a matché. On a duré pendant, je sais pas, plus de 2 heures dans ce café-là. Et ça a pris, quoi. Parce que je pense que ce qui a pris beaucoup avec Lucas à ce moment-là, c'est que c'est un entretien qui ressemble absolument pas à un entretien. Et je pense que très vite, on a compris tous les deux que il fallait pas qu'on parle que business et produits et secteur et marché, et qu'on parle aussi juste de toi et de moi. Parce que si on décide d'y aller, il y a minimum 4-5 années où on va être collés l'un à l'autre au bureau toute la journée, on va voir notre tête tous les jours. Donc il y a intérêt qu'il y ait autre chose que du pro, et juste que ce soit un super fit humain, quoi. C'était limite une discussion entre deux personnes qui veulent s'associer, enfin genre... Ouais, franchement, en tout cas, j'avais conscience que je ne rejoignais pas la boîte en tant que cofondatrice. Il faut être totalement transparente sur ça. Je suis totalement transparente sur ça. Par contre, c'était une conversation où j'ai jamais voulu me mettre dans une position recruteur-recruté. Et c'était business partner. Vois-moi en tout cas comme quelqu'un qui va se défoncer pour le projet, qui va être surmotivé, qui va toucher à tout. Il y a plein de trucs que je connais pas, Lucas, mais en fait, je suis là pour apprendre. Et c'est ça qui était hyper intéressant dans la conversation. Et à côté de ça, il y avait du perso. C'est parle-moi de tes vacances, parle-moi de ce que tu fais hors du boulot, parle-moi de qui sont tes amis et je te dirai qui tu es, tu vois. Et c'est ça qui a fonctionné, et qui très vite on est sorti du process classique. On a arrêté les mails, parler sur WhatsApp. On se parlait le soir en disant tiens, j'ai lu cet article hyper intéressant, mais tiens, j'ai lu le manifesto, parce qu'il venait de lever à ce moment-là avec Index, la term sheet était en train d'être signée. Et du coup, il m'a envoyé le manifesto, et je rebondissais sur plein de trucs en disant mais ça. Et en fait, tout de suite, ça a fait une gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Et il y a un truc qu'il a fait aussi pendant le process, et que moi, je recommande à tout le monde qui est en process aujourd'hui pour rejoindre une startup early stage. Pour moi, c'est une anomalie. Enfin, je ne comprends pas les founders qui font passer des case studies, tu vois, hyper classiques, hyper scolaires, pour recruter ton premier employé. C'est pas ça que tu veux voir. Tu veux pas voir si le mec, il sait bosser et te sortir un PowerPoint et te le présenter de manière scolaire. Lucas a eu la super idée de me dire, OK, viens, on bosse une demi-journée ensemble. Et clairement, voilà, si demain on bosse ensemble, ça pourrait être les sujets sur lesquels tu bosses. Tu viens au bureau, moi aussi j'ai des sujets sur lesquels je dois bosser. Il était à ma droite, moi j'étais à sa gauche, et on était juste en train de bosser l'un et l'autre sur nos ordis. Et j'avais une question, je lui demandais, il sortait une connerie, je rigolais. Et en fait, clairement, cette demi-journée qu'on a fait ensemble ressemble à nos journées de boulot, quoi, aujourd'hui. Donc c'était un test grandeur nature, et ça, c'est assez canon de faire ça avant de se lancer dans une expérience ensemble, quoi. T'as pas fait d'autres process, enfin t'as fait juste... plusieurs cafés, rencontres avec le CTO... Non mais sur... t'as fait que Hyperline, t'as pas fait d'autres... Écoute, assez marrant, tout est allé hyper vite. Et il y a un moment où justement, je sens que ça prend bien avec Lucas. Okay. Moi, je suis hyper motivée par le projet. Et, t'as pas cherché... Et si, justement, il y a un moment où je me dis, faut que tu en fasses un autre juste pour comparer, tu vois. Et donc j'en fais un, justement, j'étais dans une boîte que je chassais à fond, hyper early stage, qui n'était pas encore annoncée, qui remplissait les critères pour Serena. Et donc je connaissais bien le fondateur. Et à un moment, j'enlève ma casquette Serena et je lui dis, au fait, par hasard, est-ce que... Et ça a ouvert la conversation. Et on a parlé ensemble, et j'ai rencontré ses équipes, et je me suis mis un peu dans un process. Ok. Et en fait, très vite, je me suis dit,
ça sert à rien. En fait, s'il y a une conviction que tu t'es faite et qu'il y a un truc où ça fonctionne bien, ça sert à rien d'aller essayer de comparer pour comparer. Et en fait, le feeling n'était pas le même si j'adore ce projet. Spoiler, le projet n'existe plus. Donc peut-être que j'avais senti un truc à ce moment-là. Le projet n'existe plus. Mais ouais, je sais pas, il y a eu un alignement des planètes et je me suis dit, arrête, ça sert à rien de regarder ailleurs. Focus-toi et si t'y vas à fond. Et donc je suis restée sur Hyperline qui n'avait pas de nom à l'époque. Et là, vraiment pas. Enfin, je trouve que t'as vraiment pris une grosse plage chez Hyperline. Quand je compare à d'autres premiers employés de start-up, même qu'on va recevoir ici, je pense que c'est aussi dû au fait qu'à la base, Lucas était peut-être solo founder, donc toi tu l'as rejoint en tant que founder associate, mais tu prenais peut-être plus de place qu'un founder associate classique. C'est quoi un petit peu c'est quoi le rôle que tu as aujourd'hui chez Hyperline pour quelqu'un de business qui va rentrer en premier employé dans une startup avec un co-founder tech et à quelle mission il peut s'attendre? Plein de missions. plein de missions. Mais je demande parce que c'est toujours un peu opaque. C'est hyper opaque, mais en fait Et je pense que c'est pour ça que la plupart des personnes viennent te voir et te demandent. Mais c'est surtout que moi, ce que je raconte n'est pas du tout la réalité de Hamza qui est chez Pivot, de Baptiste qui est chez Fleet, de Héloïse qui est chez Pimster. Enfin, ça sera pas du tout le même rôle. Alors on a tous marqué le même nom sur notre LinkedIn, mais à part ça, on n'a rien en commun, quoi. Enfin, c'est assez fou. Qu'est-ce qui se passe? En gros, moi, ce que je dis assez souvent maintenant, c'est que je fais un MBA chez Hyperline. C'est-à-dire que tous les 6 mois, j'ai l'impression que mon job change totalement, mon scope change. Donc j'arrive en janvier, il a fallu mettre un peu les bases, tu vois. Il a fallu construire un peu la maison au début, donc il fallait trouver des trucs aussi bêtes que le nom. Sacré sujet, en vrai. Tu vas le répéter toute la journée après le nom, t'as intérêt à l'aimer, hein, parce que tu le répètes quand même un paquet de fois par jour. Ça s'appelait comment avant? Ça s'appelait Metterly, mais c'était 100% un nom qu'on n'allait pas garder. C'était vraiment juste légal, quoi. Il nous fallait une entité. Et donc c'était un sacré exercice de trouver Hyperline, des belles heures à chercher. Et donc sur ce premier mois, il y a eu des sujets market, sur créer la première brand, pareil. Moi j'arrive, je suis pas du tout une brand designer. Lucas il me dit là en fait il faut qu'on lance la boîte. Ok, bon on était en train de bosser à côté de ça avec une agence, sauf que ça allait pas être prêt à temps. Enfin il fallait qu'on attende. Je me suis dit on va pas attendre 1 mois et demi la fin du travail avec l'agence. Laisse-moi faire, je vais construire une brand en 2 secondes. Je construis un logo, je construis une image, quoi. On lance le site, un premier site, un truc cata. Ça faisait partie du charme. Je mets en place des sujets plus ops internes, tu vois. Je mets en place le CRM, je mets en place des outils de paie, je mets en place les outils de communication, d'emailing. Enfin, vraiment les premiers outils basiques d'une startup. J'ai des sujets legal qui sont en place, parce qu'on terminait tous les sujets avec les avocats pour la levée. Donc ça, c'est un peu mon premier mois. Et je pourrais peut-être revenir sur la première journée, mais elle est assez lunaire. La première journée sur une start-up où il n'y a rien, elle est quand même assez lunaire. Et puis après, ça évolue très vite. Après, en fait, on finit la phase de discovery produit. On ouvre la bêta. Donc, du coup, tu vas chercher tes design partners. C'est une phase qui est excessivement intéressante. Les mecs, ils sont là, te font confiance. Fonce, crois dans ta vision produit. Ils croient pas dans ton produit de l'époque, hein. Ils croient dans le produit de demain. Et ils achètent cette vision produit-là et ils sont assez fous pour te dire ok, moi je trouve que ce que vous faites c'est génial et vas-y, j'y vais avec vous et on va le construire ensemble. La bêta se remplit hyper vite, complète. On ferme la bêta en juin à peu près. Et derrière, il faut aller chercher les premiers clients payants. Et donc là, en fait, sans me rendre compte, je fais 6 mois où en fait, j'ai un profil hyper sales. Donc là, on revient aux premiers amours du premier stage. Et heureusement que j'avais cette corde à mon arc parce que hyper important quand tu arrives en startup early stage d'aller chercher tes premiers clients. Enfin, c'est la base de la base, quoi. Si t'as un beau produit mais qu'il est dans les mains d'aucun utilisateur, c'est pas ouf. Donc, je fais 6 mois à peu près comme ça. Et là, j'ai un shift qui s'opère parce qu'il y a aussi des personnes qui arrivent dans l'équipe. Sur la partie produit, sur la partie tech, sur la partie sales, ça commence à grandir. Donc moi, c'est parfait. Je commence à lâcher des sujets que je veux lâcher et prendre les nouveaux sujets qui arrivent. Et au mois de juin, c'est plutôt un mois qui a été hyper rythmé en termes de lancement. Donc gros focus marketing, gros focus growth. On annonce la levée. 2 semaines après, on revient, on fait un product hunt. Tout le monde nous a donné avec notre product hunt sur notre produit. On a fait un product hunt sur un side project qui n'avait rien à voir. Enfin, si, avec notre métier, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a préféré faire un side project pricing plutôt que parler de facturation ou de billing, parce qu'on préfère ne pas parler de billing, c'est pas le sujet le plus sexy, donc ça a super bien fonctionné.
Ça, c'est des réflexions à chaque fois que vous avez en équipe et enfin, c'est quoi ton rôle dans cette décision-là en tant que fondeur associé? Expérience carte blanche. On est un peu expérience carte blanche. À ce moment-là, on sent en tout cas sur notre stratégie de contenu que très vite on parle de facturation, mais on en parle de manière plus subtile que juste parler des nouvelles features et des nouvelles réglementations. Et là, on se dit, personne ne va nous écouter. Donc c'est très bien si on a une expertise, mais en fait, si personne ne l'écoute parce que personne n'a envie de lire ce genre de contenu, c'est totalement inutile. Et du coup, on se dit, OK, on va identifier toutes les portes d'entrée qui font qu'on va changer son système de billing. Ou s'équiper de son premier système de billing. Et donc, une des portes d'entrée qu'on avait identifiées à ce moment-là, c'était, si tu changes ton pricing model, généralement, tu vas te rendre compte que ton système de billing qui est en place est rigide au possible, ne fonctionne pas bien, et c'est le moment du coup d'en changer pour que ton nouveau pricing fonctionne. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit, tiens, on va parler de pricing, parce qu'en fait, toutes les personnes qui ont des sujets de pricing vont peut-être avoir des sujets de billing. Pareil sur les sujets de paiement. Est-ce que je prends Stripe, GoCardless, Adyen, nanana. En fait, si t'as un sujet de paiement, normalement t'as un sujet de facturation également. Et en fait, du coup, ces portes d'entrée, elles sont hyper intéressantes pour nous, parce que les gens, pour le coup, sont 1000 fois plus intéressés par ces sujets, mais nous, on arrive à identifier des conversations, je dirais, qualifiées, parce que si t'es intéressé par l'un, tu vas être intéressé par l'autre. Donc ça, c'est vraiment un sujet marketing, enfin genre ouais, c'est plus que produit, enfin carrément, c'est du marketing, c'est du growth, c'est vraiment c'est plus ça clairement, et c'est du positionnement aussi. Donc tu commences par de l'ops, grosso modo ops legal, après du sales, et après plus sur l'aspect growth et marketing de la boîte. Et depuis septembre, je te dirais, pour répondre à ta question initiale, comment se répartit ma journée, mon scope. Je te dirais qu'il y a entre 60 et 70% de mon temps où j'ai du go-to-market au sens large. Qu'est-ce que je mets dedans? Je mets du marketing, je mets de la brand, je mets du product marketing également, parce qu'on a un vrai sujet, nous, self-serve, product-led growth, etc. Je mets du SEO, du SIA, il y a un gros sujet partnership avec à la fois des apporteurs d'affaires, mais aussi des intégrations produits. Je mets également toutes ces stratégies contenu. Voilà, donc ça, c'est le gros paquet qui est là. Je garde un paquet je dirais, 15% de sales, parce que même si demain, je suis pas... je suis plus sales ou quoi que ce soit, mais j'ai besoin de garder ce côté customer facing. En fait, même si tu fais du market, même si tu ouvres des nouveaux marchés, mais juste hyper important d'avoir ce retour terrain, mais tout le temps et en direct, et pas par l'intermédiaire de sales ou autre. Donc, je l'ai encore, et je gère mes deals, et j'aime beaucoup encore le faire. Et aujourd'hui, on a notre équipe sales qui gère ça bien mieux que moi, et surtout qui passe à l'échelle là-dessus. Mais moi, je fais mes deals VC, tu vois. Okay. Je fais mon sales, mais en deal VC, donc j'aime beaucoup. J'ai des sujets expansion. Nous, aujourd'hui, on ne s'est pas du tout focus sur le marché français. On a des clients européens jour 1, on a des clients aux US, le marché UK, Nordics, et beaucoup l'Allemagne en ce moment grossit à fond. Donc moi, il y a des gros sujets expansion, des gros sujets de faire des events à droite à gauche, lier des relations à droite à gauche et accélérer, tu vois. Et ce qui me reste à la fin, peut-être il y a un petit 10% qui traîne de sujets de founder associés, tu vois. Des sujets de founder associés sur des sujets legal, des sujets il nous faut des nouveaux bureaux, des sujets d'organisation d'un off-site, mais en fait, c'est 10% du job. Et tout le reste est assez dingue, et la place que Lucas m'a laissée pour reprendre ce que tu disais, c'est basé juste sur une confiance, et je sais qu'aujourd'hui, je suis chanceuse d'avoir cette place-là, parce qu'il m'a aussi laissé l'espace pour l'avoir, quoi. Ouais. Et après, tu t'es aussi bien entouré, parce que tu as créé Early Builders, je crois, avec d'autres personnes. Vous étiez un petit groupe de 5, c'est ça, à la base, 5-10 ? Ouais, on devait être 6-7, quelque chose comme ça, à tout casser, quoi. Donc ça t'a aussi aidé dans toutes les phases que tu as connues avec Hyperline à ramp up rapidement sur des sujets, parce que tu avais forcément des gens avec des profils différents dans cette communauté, quoi. Ouais, la communauté au début n'était pas là, clairement. C'était pas une communauté, c'était un petit groupe WhatsApp, clairement. Et demain, c'était les prémices de la communauté, mais oui, effectivement, on a créé la communauté dont on avait besoin. Ok. Moi, je suis arrivée chez Hyperline, et on m'a dit, voilà, tu vas découvrir 1001 sujets dont tu n'as même pas connaissance, que tu vas devoir découvrir sur le tas. Et du coup, il faut que tu connectes avec des gens. Il faut que tu rejoignes des communautés. Je dis, très bien, donnez-moi le nom de ces communautés. J'ai hâte de les rejoindre. Et on me donne à peu près 2 types de communautés. Soit on me donne des communautés qui sont vraiment géniales, des communautés chief of staff, mais en fait, chief of staff de boîtes de
200, 300, 400, 500, 1000 employés. Et de manière très honnête, ça parlait beaucoup d'OKR et de board, de meeting, etc. Autant te dire que c'était pas mes sujets en tant que premier employé d'une boîte. On était bien loin du sujet de mettre en place des OKR. Et du coup, je m'y retrouve pas. Je trouve c'est génial ces communautés, mais moi, pas utile au quotidien. On a d'autres communautés diamétralement opposées qui étaient des communautés plus étudiantes. C'est des communautés de bras droit de CEO. Donc, je suis étudiant, je suis alternant et je cherche justement à avoir mon job ou à avoir mon alternance ou mon stage en tant que bras droit de CEO. Très bien, mais en fait, du coup, tu bâtis pas à long terme sur ces personnes-là. Certains, en fait, hésitent encore avec partir en VC. Ils ont pas vu, en tout cas, une boîte scalée puisqu'ils sont là 6 mois dans un projet. Et donc, c'est génial que ces communautés existent et je suis hyper supportrice de ça. Mais du coup, encore une fois, moi, j'avais pas ce qu'il me fallait. Et du coup, de manière hyper organique, on se rejoint, c'est ça, moins d'une dizaine sur un groupe WhatsApp et on se pose toutes nos questions. Je remarque quand même 80% d'entre nous avaient fait du VC avant et c'est quand même assez flagrant Comment ça se fait, tu penses ? le shift qui est en train de s'opérer. C'est quoi comment ça se fait que tu aies énormément de personnes en VC qui viennent en premier employé dans des boîtes ? En vrai, j'ai différentes théories. La première, c'est que tu as quand même accès à des super offres. On va pas se mentir, t'es censé être la personne qui va être au courant des plus belles offres du marché puisque c'est censé être ton job de les chercher. Donc je pense qu'effectivement, il y a ça. Il peut avoir un côté frustration. En tout cas, moi, je l'ai ressenti. Le côté, quand j'ai compris que chez Serena, je voulais pas rentrer dans le career path de analyst, associate, principal, jusqu'à partner. Enfin, j'ai compris que c'est pas ça que je voulais. Et qu'en fait, il y a une frustration qui est, tu vois des super projets, tu touches du doigt quelque chose qui est, t'entends parler de sujets opérationnels, de sujets de strat, mais en fait, oui, tu vas avoir un rôle d'accompagnement que je défends énormément côté fond. Mais t'es quand même pas dans la boîte. Il faut faire hyper gaffe à ça. C'est en aucun cas tu es dans la boîte. Et maintenant que je suis passée de l'autre côté, je m'en rends d'autant plus compte. Et du coup, une frustration de j'ai envie d'y aller, quoi. J'ai envie d'être sur le terrain. J'ai envie de mettre les mains dans le cambouis et que ce soit moi qui soit de l'autre côté. Donc je pense qu'il y a ça. Et le troisième point que je vois, qui est que on a un moment où il y a plus la même euphorie côté VC. Certains se tourner côté VC parce que justement venez chercher le côté fou qu'il y a dans le VC qui est vraiment juste nombre de deals par semaine, ça chasse, tu vas découvrir des nouveaux projets et ça à fond quoi. Et tant mieux, le VC est maintenant un peu plus raisonné, on va dire ça comme ça. Et du coup, certains matchaient moins avec ça, en disant... Des profils plus Ops ou Founder ou... Exactement. Et du coup, moi, il y a certaines personnes que je rencontre qui me disent j'hésite entre les deux. Et en fait, il y a vraiment des personnes à qui je dis, si t'as un profil hyper... Enfin, je le sens, tu vois, où c'est un profil hyper analytique, qui va deep dive sur des projets, etc. Et je lui dis, mais écoute, toi, il y a peut-être un coup à jouer là de passer côté VC, pour le coup, parce que c'est le moment où ils recrutent plus ce genre de profil. Justement, je trouve que il y a plus, on cherche plus à avoir une connaissance marché, une conviction profonde sur un marché, avant de mettre un ticket un peu à la va-vite comme ça a pu se faire. Là où avant on cherchait des gens qui avaient la tchatch, des gens qui allaient au culot. Et en fait, du coup, j'ai l'impression que cette typologie de VC est en train de passer côté startup. Très intéressant. Hyper attiré côté startup. Donc voilà, moi c'est à peu près les 3 que j'identifie. Il y en a sûrement 15 000 autres raisons. Et ça se trouve, on peut pas faire une relation de cause à effet entre ce que je viens de te dire, mais c'est ma conviction sur le sujet qui fait qu'en ce moment, il y a un petit truc qui Sachant se passe. Sachant que, toi, on en avait discuté avant, même avant ce podcast, mais tu avais aussi ce truc de te dire, un jour, je voudrais montrer ma boîte. Moi, quand j'étais VC, j'aimais bien les gens qui avaient des expériences Ops. Ouais. Donc, j'ai envie d'avoir aussi cette expérience Ops dans une boîte au tout début et de la voir scaler, quoi. Carrément. Écoute, carrément. En gros, très transparente là-dessus, je pense que je cherchais l'expérience tremplin avant de monter un projet. Ça a été une conversation que j'ai pu avoir aussi à l'issue de Serena. Est-ce que c'est le bon timing pour monter une boîte ? Et après un peu plus d'1 an et demi chez Hyperline, je te dirais, heureusement que je l'ai pas fait à ce moment-là. Heureusement. J'ai appris beaucoup trop de choses qui font que demain, je pense que si je devais monter un projet, je le ferais plus sereinement. Et évidemment que chaque histoire et chaque nouvelle boîte est un nouveau projet. Il y a 1000 trucs que je découvrirais si c'est ma propre boîte que je monte dans cette prochaine aventure. Mais
mais c'est trop bien. Je cherchais l'expérience pour démystifier ce que c'est de monter une boîte. Et je pense que la position de premier employé, tu peux difficilement faire mieux. À condition que tu aies le fondateur qui te laisse la place suffisante pour voir tout ce que tu as à voir, tester tout ce que tu as à tester et t'éclater tout simplement dans cette expérience. Donc en tout cas, ouais, je cherchais l'expérience tremplin et de manière très opportuniste. J'ai regardé, moi, les deals que j'aimais le plus chez Serena, et les deals que j'aimais le plus, c'est ces mecs-là qui... et d'ailleurs chez Serena et ailleurs, juste les deals dont j'entendais parler, qui étaient partout sur LinkedIn, c'était des deals de anciens opérateurs, premiers employés de boîte, qui remontaient. En tout cas, moi, c'est ceux qui me parlaient. Et je voyais beaucoup plus de deals qui venaient de ces profils-là que des deals qui venaient de profils VC. Alors, je peux citer Éléonore de Pigment, et la réussite est incroyable, puisqu'elle était chez Index avant, et donc c'est un profil VC qui est passé côté start-up et qui a fait un truc juste gigantesque, qui est en train de faire un truc juste gigantesque. La vérité, c'est qu'il n'y a pas 15 000 exemples de success story VC start-up. Donc je me suis un peu posée en me disant, ok, si tu cherches réellement l'expérience qui va te faire tremplin, qui va te faire avoir l'expérience la plus solide pour monter une boîte, en fait, c'est peut-être directement en y allant le plus tôt possible. Donc là, la réflexion, elle a plutôt été là. Ouais, c'est que le début, en plus. Ça fait quoi, 1 an et demi que tu y es, t'as encore, je pense, une courbe d'apprentissage. Vraiment. Là, vous êtes quoi, 15 ? On est 15, mais tu vois, c'est marrant ce que tu dis, parce que justement, moi, j'ai des potes là qui ont rejoint des boîtes en tant que early employés et qui étaient aussi excités au début, hyper à fond. Et là, on commence à rentrer dans une phase, tu vois, qui approche les 2 ans, où certains sentent qu'il y a un ralentissement sur leur courbe d'apprentissage. Et commencent à réfléchir à l'expérience, ce qu'ils veulent faire après. Est-ce que j'y retourne dans une autre boîte ? Est-ce que je monte ma boîte ? Là où j'ai l'impression d'avoir de la chance aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 an et demi, et j'ai l'impression d'avoir appris 10%. Et je pense que c'est un très bon signal. Je pense que c'est parce que, en vrai, je pense que c'est juste que vous avez des clients. Enfin, tu vois, potentiellement, tes potes, ils sont dans les startups qui marchent peut-être un petit peu moins bien. Ouais, aussi. Vous avez un début de product market fit, je pense. Ouais. Donc, carrément. Ça doit être pour ça, tu vois. Et je pense que ça doit être d'ailleurs très très frustrant quand t'es un premier employé, que t'es dans une boîte qui date de 1 an, 1 an et demi, 2 ans, qu'en fait il y a 2 clients, parfois 0 clients. Ouais. Et tu te demandes, est-ce que je suis pas en train de stagner ? Est-ce que j'ai rejoint la bonne aventure ? Carrément. Et j'ai des exemples des deux. Il y a des gens que je pense qui sont restés et qui auraient peut-être mieux fait de partir. Et il y en a d'autres qui sont restés, et heureusement qu'ils sont restés. Tu vois, donc c'est dur. C'est toujours hyper dur comme dilemme. Il faut savoir, est-ce que tu es sur un marché qui est éprouvé, et du coup, si ta boîte aujourd'hui, c'est un play d'exécution et ça exécute pas si bien que ça, et du coup, il faut se poser peut-être les bonnes questions. Par contre, si tu es sur un truc où tu ouvres un nouveau marché, tu as un produit qui est hyper en rupture avec ce qui est fait, les gens comprennent pas ce que tu fais parce que c'est encore le début, et tu es peut-être même un petit peu en avance sur ton temps, là, il va falloir avoir un peu plus de patience, et il va falloir encaisser les coups durs. Mais par contre, dans les 2 cas, et moi aussi chez Hyperline d'ailleurs, c'est assez dingue à quel point tu vis chaque moment succès à fond, en tout cas, et chaque aussi échec que tu vais à fond. Et il faut avoir le cœur un peu bien accroché, parce que tu le vis pleinement, en tout cas. Ouais, je le ressens aussi avec OVNI, c'est exactement pareil. Franchement, il y a plein de similarités, tu vois. Je pense que tu es aussi dans une expérience finalement entrepreneuriale en lançant un fonds. Et à partir du moment où, en fait, pour moi, tu débarques dans une boîte, fonds, start-up, peu importe, où tu n'es personne, enfin, pas toi, mais la boîte n'est personne, votre nom n'est pas connu, vous n'avez aucune référence, tu t'appropries le truc. Tu t'appropries le truc à fond, et il a tout à faire. Donc, c'est hyper excitant. Ouais. On arrive à la fin du podcast. Yes. Juste petite dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec Hyperline, tu vois, plein de belles choses. Non, écoute, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Hyperline, que ça continue comme ça. Franchement, si ça continue comme ça, c'est une très belle histoire qui est en train de s'écrire. Donc, ça sert à rien d'essayer de changer. Ce que j'aime beaucoup chez Hyperline, c'est qu'à la fois, il y a des sujets business. Écoute, ça va très bien sur les sujets business, et comme tu le disais, PMF,
et plein de clients à onboarder. On a des soucis d'onboarding parce qu'il y a trop de clients à onboarder. On va pas s'en plaindre, mais c'est des challenges, on peut pas le nier. Par contre, à côté de ça, ce que j'espère en grandissant chez Hyperline, c'est la culture de boîte qu'on est en train de créer là, mais au maximum la garder. J'aime ce côté chez nous de faire différemment de ce qui se fait sur le marché, casser un peu les codes un peu vieillissant, ce qui se passe sur le marché du billing, de continuer à avoir cette brain forte qui nous porte aujourd'hui et qui fait qu'on commence à avoir des gens qui nous reconnaissent, qui aiment ce qu'on fait, alors qu'ils sont peut-être jamais clients chez nous, tu vois, c'est peut-être pas notre ICP du tout, mais ils aiment ce qu'on fait et ils aiment suivre l'aventure. Donc ça, j'aimerais qu'on le garde au maximum. Et aussi en interne, c'est avant tout une expérience humaine de malade que je suis en train de vivre. Chaque personne de l'équipe est juste dingue. Et ça, si on peut le garder le plus longtemps possible avant de devenir une grosse machine avec des centaines et des milliers d'employés, le plus longtemps, ça sera le mieux. Voilà, c'est un peu ce que je souhaite. Au top. Je pense que tu auras encore plus de personnes qui vont venir t'envoyer des messages sur LinkedIn du coup. Venez, envoyez-moi des messages. Merci beaucoup Victoria. Merci à toi pour l'invitation, c'est trop cool. C'était hyper intéressant. Et puis voilà, on se retrouvera pour les prochains épisodes. J'espère que tu nous suivras sur les autres. J'ai hâte d'écouter. Salut.